Bonjour à tous. Alors, ce cours ce matin, enfin, ces cours, vous allez voir, c'est trois, voire quatre cours sur globalement la plongée. Alors, justement, ça me permet, avant de commencer toute chose, parce que j'ai des plongeurs dans la salle. Donc, c'est bien. Parce qu'il est possible. Ah, il y a mon récepteur qui arrive. Cool. Euh, du coup, donc c'est bien parce que il est possible qu'il y ait des choses au départ de ce cours sur les mélanges, en fait. Je vais peut-être défoncer un peu des portes ouvertes, mais ça fait pas de mal parce qu'on va remettre un petit peu, faire des rappels de physique pour ceux qui ne plongent pas, juste pour qu'on ait le vocabulaire pour pouvoir comprendre la suite. Voilà le programme de ce cours-là. Je suis désolé pour la police. En fait, elle a sauté. C'est pas la bonne police. Donc, je ne sais pas si tous les slides vont être corrects. Mais bref, donc, présentation, un peu de physique, le triangle de Dalton, pour ceux qui comprennent pas et qu'on parle de la même chose. Pourquoi plonger au mélange, le nitrox, le trimix, l'organisation des cursus de formation et un petit topo sur la suite, ce qui se passe après le trimix, en fait, quand on a besoin d'utiliser autre chose. Donc, qui suis-je? Moi, la plongée, c'est devenu mon métier, mais c'est pas mon métier à la base. Moi, je suis ingénieur en développement logiciel dans le médical. Euh, j'ai un DGEP de plongée, je suis CH 3B et un C pour opérateur de caisson pour les missions de plongée scientifique profonde. Et je suis instructeur recycleur plongée souterraine pour le civil et pour les corps constitués. Je ne parle pas des pompiers dont ce Grenot vous a parlé, mais moi de la police, du RAID, etc., en plongée souterraine, plongée sous plafond. Pour reparler, alors j'ai illustré à chaque fois. Si vous avez des questions sur les illustrations, sur les photos, je peux vous les commenter. Je peux vous les commenter à chaque fois. Celle-ci, c'est Pascal Bernabé en fait. Pour ceux qui connaissent pas, c'est l'ancien recordman de plongée profonde en circuit ouvert en fait à 330 mètres. Là, c'était la remontée de 330 mètres. Euh, pour les histoires de pression, je ne sais pas encore où vous en êtes dans le cursus, mais je pense que la pression, c'est un truc hein, qui va être plutôt clair, en tout cas à la fin de votre formation. C'est une force qui est exercée sur une surface. La pression, elle augmente avec la profondeur, un bar tous les 10 mètres. On peut parler de pression relative ou de pression absolue. La pression relative, c'est la pression du milieu ambiant. La pression absolue, c'est la pression du milieu ambiant plus la pression atmosphérique. Nous, globalement, en fait, on va parler de pression absolue en plongée, puisque nous, ce qui nous importe, c'est la pression à laquelle on se situe. C'est pas on n'est pas en ambiance sèche. La pression absolue à 20 mètres, c'est 3 bars. Ça ne pose de problème à personne, ça, cette compréhension-là. N'hésitez pas à le dire, en fait. On est là pour discuter. La composition de l'air, 20% d'oxygène. Alors, on le vulgarise à 20-80, 20% d'oxygène, 20% d'azote, dioxygène et diazote en réalité. L'azote est un gaz inerte et c'est bien lui en fait qui va nous poser problème et c'est pour ça notamment qu'on va utiliser les mélanges. Autre notion importante à comprendre, la pression partielle d'un gaz. La pression partielle d'un gaz, en fait, c'est la pression de ce gaz en fonction de sa fraction dans un mélange. Là, par exemple, j'ai pris l'air, on a dit qu'il y avait 20 ou 21%. Ici 1013 millibars à la surface, donc 1 bar, 0,21 bar donc de pression partielle d'oxygène ici, à la surface. Pourquoi je vous parle de pression partielle? Vous allez dire, le mec il attaque, il veut nous présenter la plongée, tout de suite il veut parler de pression partielle. Je vous parle de pression partielle parce qu'après on a un cours sur les recycleurs. Et en réalité, en recycleur, on ne parle que en pression partielle. Alors qu'en circuit ouvert, comme on va voir ici, on ne parle qu'en fraction. Mais je vais aller dans le détail. Est-ce que vous avez tous entendu parler du triangle de Dalton? Ouais. Le fonctionnement en fait de ce triangle de Dalton, c'est pour tous ceux qui veulent pas. Donc je suis désolé, il y a des polices qui sautent. Je suis navré pour ça. Euh, comment il fonctionne? Il fonctionne avec donc la pression partielle du gaz, la pression absolue et le pourcentage, la valeur que vous recherchez. Si vous ne savez pas comment il faut multiplier, pour ceux qui sont moins à l'aise en maths, eh bien, je cache la valeur que je veux connaître. Et tout de suite, en fait, j'ai l'opération qu'il faut que je fasse. Dans ce sens, je divise, dans ce sens, je multiplie. OK? Donc, ça nous permet
vous l'avez en tête, vous n'avez pas besoin de chercher, est-ce qu'il faut que je divise ma pression partielle d'abord par mon pourcentage, etc. Je prends mon triangle de Dalton, je me le pose, je cache la valeur que je cherche, j'ai la valeur tout de suite. Donc là, par exemple, quelle est la profondeur maximum d'utilisation de l'air? Eh bien, en plongée, on va y revenir, mais nous, on utilise une PPO2 max de 1,6 bar. La PO2 max en OHB, du coup, qui c'est qui me la rappelle? Pour patient, on peut monter à 2,8. Du coup, vous voyez la marge qu'il y a par rapport à l'OHB pour la plongée, en fait. On prend vraiment beaucoup de marge. Pourquoi on prend de la marge? Ben, parce qu'en fait, une crise hyperoxique, elle est vachement plus facile à gérer à la surface que sous l'eau. Donc, 1,6, c'est un seuil auquel les plus sensibles, en fait, ont présenté des signes neuraux. Donc, 1,6, c'est une valeur max en plongée. Le mix, c'est l'air, donc 0,21, d'accord? 1,6 divisé par 0,21, j'ai 7,6 bars. Ça, c'est ma pression absolue. Voilà pourquoi les tables MN90, les tables de décompression utilisées pour la plongée, vont jusqu'à 66 mètres à l'air. Simplement parce qu'on arrive au seuil de toxicité neuro de l'air. OK? Ça va pour ça? Alors, pourquoi les mélanges? Alors, pour aller plus profond, mais on va voir que c'est pas tout à fait vrai. En fait, pour le nitrox, même, c'est pas du tout vrai, c'est même le contraire. La limite à l'air, on l'a dit, 66 mètres, toxicité de neuro, donc il va falloir trouver des subterfuges pour pouvoir aller plus profond, mais c'est là que le TMX va intervenir. Optimiser la décompression, la notion de palier en plongée, elle est liée à la saturation en gaz inerte, et donc à la désaturation en gaz inerte. Donc là, pour l'air et pour les nitrox, c'est l'azote ou le diazote. Donc, optimiser la déco, ça veut dire utiliser d'autres mélanges que l'air pour faire varier ces fractions de gaz inerte pour nous permettre justement d'optimiser. Et on va pouvoir aussi augmenter, on va le voir avec le nitrox notamment, on va pouvoir augmenter la part d'oxygène pour diminuer la part de gaz inerte. Et donc, encore mieux, optimiser notre décompression, surtout dans la partie vraiment décompression. C'est-à-dire qu'on a plusieurs stades en plongée. On a la plongée pendant qu'on est au fond, hein, pendant qu'on est en train de saturer, puis on a ensuite la plongée pendant qu'on est en train de remonter, où il est possible qu'on change de mélange, juste pour avoir des mélanges encore plus riches en oxygène, toujours en respectant ces fameux 1,6 bar de PPO2 max, et donc en faisant chuter la part de gaz inerte pour améliorer notre décompression. Les problèmes qui nous font plonger au mélange, on vient de le dire, toxicité de l'oxygène. Donc, il faut que, lorsque je veux aller profond, c'est-à-dire en dessous de ces 66 mètres, et on verra même que c'est bien avant qu'il faudrait enlever de l'oxygène, la narcose à l'azote, la narcose à partir de 30 mètres, les premiers signes de narcose à l'azote. La densité des gaz, là c'est pareil, à l'heure actuelle, les valeurs qui sont retenues de densité, en fait, c'est 6 grammes par litre pour le gaz respirable, notamment profond. C'est une valeur absolue maximale, sachant que si on arrive à être entre 5 et 6 grammes par litre, on est beaucoup mieux, notamment pour le travail profond. Quand j'entends profond, c'est en dessous de 50 mètres. Et la saturation en azote, eh bien la saturation en azote qui nous conduit à faire des paliers. Pour les plongeurs de la salle qui sont déjà allés dans cette zone-là, ça c'est le couloir aux Gorgones qui est sur Marseille. Voilà. Très joli couloir, très fragile, parce que vous voyez que les Gorgones en fait elles viennent fermer le passage. Donc en fait là c'est plutôt réservé aux plongeurs confirmés et puis c'est à 42 mètres. Le nitrox. Donc, pour parler des mélanges, nitrox et trimix, ça c'est des mots-clés que vous avez déjà entendus. Le nitrox, en fait, nitrogène, oxygène. Donc, en réalité, c'est de l'air enrichi en oxygène. On n'a pas d'autres gaz qui viendraient dans le nitrox. Les différentes appellations nitrox, ça c'est celle dont on parle en France. Le EAN, en fait, pour Enriched Air Nitrox.
c'est plutôt celle-là que vous aurez partout et que, selon moi, il faudrait qu'on arrive à normaliser. Et au tout début, quand ce gaz-là est sorti dans le monde de la plongée, aux États-Unis, on appelait ça safe air, puisqu'il y avait beaucoup moins d'accidents avec l'utilisation du nitrox. Pour qualifier un mélange de nitrox, on utilise toujours sa fraction d'oxygène. Dans certains cours, je le dis parce que dans certains cours, je vois trop souvent la fraction d'oxygène et la fraction d'azote dedans. La fraction d'azote, on s'en fout en réalité, puisqu'on sait que c'est de l'air enrichi. Si on a la fraction d'oxygène, automatiquement, on a la fraction d'azote. Nous, ce qui nous importe, c'est combien il y a d'oxygène à l'intérieur. Par exemple, la nitrox 40, qu'on va noter NX40 ou EAN40, c'est 40% d'oxygène. Là, j'ai pris des nitrox standards. Et du nitrox 32, NX32 ou EAN32, donc avec 32% d'oxygène dedans. Donc ça nous amène à un truc fondamental, une notion qu'il faut marquer. Je suis devant, en fait, je m'aperçois que je vais mettre de l'autre côté. Dans la mesure où on utilise autre chose que de l'air, et ça, il faut le dire tout de suite maintenant, on analyse systématiquement et on marque. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans la bouteille. Donc, toujours, on analyse. Oui, mais c'est mon copain, il a gonflé, c'est sa station, il m'a dit que c'était du 32, etc. Oui, mais votre copain, il peut se tromper. En fait, on fait tous des erreurs. On en fait beaucoup. Donc, en fait, on analyse et on marque la bouteille. Si vous ne savez pas, vous ne respirez pas dessus. C'est tout simple. D'ailleurs, dans la vraie vie, si je vous donnais là une bouteille, on me dit, vas-y, essaye. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui respirent dessus. OK? Comment on analyse? Je vais le montrer, j'ai un analyseur avec moi. Je vais le montrer en suivant. On analysera un trimix que j'ai sur mon recycleur. Les avantages du nitrox, en fait, ils sont nombreux. Donc, on augmente évidemment la marge de sécurité parce qu'on diminue la part d'azote, qui est notre problème en termes de saturation et de désaturation. On diminue évidemment considérablement le risque d'ADD, puisque moins d'azote, moins de saturation, donc moins de risque de fait. Ça réduit énormément la fatigue. Lorsque vous faites les mêmes plongées à l'air et au nitrox, vous ne sortez pas du tout fatigué de la même manière. Alors, c'est difficile évidemment à mesurer, mais quand même, globalement, quand vous avez l'habitude de plonger, le nitrox réduit vraiment la fatigue. La fatigue en plongée, elle est beaucoup due au dégazage tissulaire, au-delà des conditions environnementales. Et évidemment, et là je parle pour ceux d'entre vous qui feraient de la croisière notamment, il diminue la majoration en cas de plongée successive. Vous avez vu le cours des tables déjà? Encore? Si. Donc la notion de plongée successive, c'est un truc qui vous parle. Eh bien, il diminue la majoration puisque la part d'azote résiduelle finalement est plus faible qu'avec de l'air. Mais il y a des inconvénients et pour le coup ils sont majeurs. Donc, la partie augmentation de la crise hyperoxique, là j'insiste, c'est fondamental. Je pense qu'on n'y prête pas assez attention. Donc, la planification, elle est obligatoire. C'est-à-dire, on ne peut pas imaginer respirer un gaz qui, du coup, a une profondeur plancher qu'il faudrait respecter et ne pas planifier la profondeur plancher du site sur lequel on va. C'est absurde. Donc, en fait, planification obligatoire, savoir ce que je peux faire. Mais de toute façon, globalement, dans la plongée au mélange, globalement dans la plongée technique, au recycleur, en plongée souterraine, on le verra, la planification, elle est indispensable. Ça va marcher jusqu'au jour où ça ne va plus marcher, et pour de vrai, c'est pas hypothétique, ça ne va plus marcher. L'analyse du gaz, on l'a dit, c'est obligatoire. Le respect strict de la profondeur plancher, c'est important. La profondeur plancher, elle est donnée par la PPO2 max. Le mélange, on y arrive. On a dit tout à l'heure que l'air, c'était 66 mètres. Au-delà de 66 mètres à l'air, eh bien, on est au-delà des 1,6 bar. Le surcoût du gonflage de la déco. Donc là, ça, c'est plutôt pour la partie décompression. En fait, ce que je ne veux pas adresser ici, c'est la partie nitrox récréatif. C'est-à-dire que vous plongez, vous êtes en Égypte avec un monobloc avec un nitrox 32 dedans, justement pour optimiser vos plongées. Vous n'avez pas de bloc supplémentaire. Un bloc de déco, là je parle, c'est un bloc suroxygéné, donc avec un nitrox 80, un nitrox 50, etc. Et qui vous permet de faire vos paliers. On change pour faire les paliers. Et donc c'est pour ça que je vous dis nécessité d'un bloc supplémentaire et donc de changer de gaz. Ça veut dire
il va falloir que je change de gaz sur mon ordinateur, qu'il va falloir que je les planifie, etc. Je finis d'enfoncer le clou. Un nitrox ne permet pas de plonger plus profond qu'à l'air. Au contraire, il remonte le plancher puisqu'il limite la profondeur avec la toxicité de Neuro et la limite à 1,6 bar. La profondeur maximum, j'y reviens, on la note mode pour maximum operating depth. Cette mode, c'est indispensable quand on plonge au mélange d'avoir des ordres de grandeur. J'imagine que dans mon métier, c'est la même chose. Il y a des choses qu'on doit plus regarder, chercher, en fait. On a des abacs. Ben là, par exemple, le 32, là, je vous mets le calcul pour le détailler, mais le 32, la mode, c'est 40 mètres. Le 50, c'est 21 mètres, etc., etc. Ça, c'est des choses qu'il faut avoir en tête. Mais donc, tout mélange aura une profondeur maximum d'utilisation. La profondeur max d'utilisation, elle sera notée sur chaque bouteille. Elle est notée sur chaque bouteille pour le plongeur, elle est même notée parfois sur le détendeur, pour pas se planter, mais elle est notée aussi sur la bouteille pour votre binôme. Parce que lorsque vous allez changer de gaz, votre binôme vous surveille et lui compare, une fois que vous avez votre détendeur dans la main, est-ce que c'est le bon? Le binôme confirme, ok, c'est le bon gaz que tu vas prendre. Il y a eu beaucoup d'accidents, beaucoup de morts sur des changements de gaz et il y en a encore. Ok? Le matériel pour le nitrox, donc tout à l'heure j'ai eu une question sur l'analyseur. Un analyseur, ça ressemble à ça, et on fera une analyse tout à l'heure, vous voyez comment c'est fait. Pour le nitrox, c'est très simple. Tout ce qui est en dessous de 40%, matériel R. Aucun problème. C'est sûr que si votre matériel est dégueulasse, souillé à l'huile parce que votre compresseur fait de l'huile, là il faut se poser les bonnes questions aussi, mais c'est du bon sens. Mais globalement, c'est le matériel R. Dès qu'on est au-dessus de 40%, là il faut du matériel spécifique. Le matériel spécifique, évidemment, il est détrompé. On est en France, on a des normes. La norme notamment pour les robinets, eh bien, c'est de ne pas pouvoir y monter un détendeur R là-dessus. D'accord? C'est du M26, donc un diamètre juste au-dessus du DIN G5 8e, et donc vous ne pouvez pas monter un détendeur R dessus. Alors, ça, à l'usage, c'est très bien, et à l'usage, c'est très compliqué parce que quand vous commencez à avoir un parc de blocs important et que vous mutualisez, eh ben, il faut trouver d'autres techniques parce que c'est pas gérable. C'est très très bien pour un centre pour éviter de faire des bêtises avec les plongeurs qui viennent. Donc le matériel, il doit être dégraissé, absolument, détrompé. Ça, c'est tous les gens qui débutent. Et tout ce qui est joint doit être greffé avec une graisse compatible oxygène pur. Là, je vous ai mis Solub, mais c'en est une, il y en a plein d'autres. Mais celle-ci est celle qu'on utilise globalement partout. C'est celle qui est utilisée, la Cristaux, par toute l'industrie, notamment Ox, pour les caissons, on utilise aussi celle-là. Vous allez avoir besoin d'un ordinateur de plongée qui gère le nitrox, donc qui va gérer autre chose que de l'air. Ça paraît évident, mais tous les ordinateurs ne gèrent pas le nitrox. Il va falloir un analyseur et il va falloir marquer notre bouteille. Toute bouteille qui a été analysée, imaginez que vous partiez avec 3 bouteilles, vous les analysez toutes. Ok, c'est nickel. Sauf du coup, je ne les ai pas marquées, laquelle est laquelle. Donc, le marquage, il est obligatoire et d'ailleurs, il a une valeur légale. Donc, les données que je vous ai notées ici, les initiales, la date, le mélange et la mode, sont des valeurs obligatoires. S'il y a un contrôle sur un bateau et que ça, c'est pas fait, même pas besoin d'avoir d'accident pour contrôler, hein, juste être un contrôle comme ça, eh bien, vous êtes hors la loi. Et le détendeur, donc généralement, pour l'oxygène, on utilise de la couleur verte. Après, la couleur noire, ça marche aussi très très bien, mais l'industrie sait très bien faire. Donc, du matériel plus cher. Ouais, c'est moins grand. Parce qu'en fait, globalement, dans le monde de la plongée et plongée technique, ça c'est venu des États-Unis. Et en fait, ce qu'on utilise nous, et ça va vous faire sourire, en fait, on met PMU en France. Profondeur max d'utilisation. C'est moins classe. Voilà. Mais en réalité, pour qu'on se comprenne tous, et on y viendra notamment, je vous parlerai d'une mission de plongée scientifique qu'on a fait avec une équipe américaine. Là, il a bien fallu se mettre d'accord, parce qu'il y en a qui utilisent des pieds en profondeur, il y en a qui utilisent des mètres, il y en a qui utilisent... Voilà, donc il a fallu se mettre d'accord. Généralement, on utilise le mode, tout le monde le comprend, ça met tout le monde d'accord, et voilà. Et en effet,
En effet, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on utilise venant de la langue anglaise. Le trimix. Alors là, on passe dans encore un autre monde. Donc, cette photo-là, ça, c'est l'hélice du Havre. C'est la plus grande épave de Méditerranée. C'est le sister ship de la Mococadix, qui est sur un fond de 90 mètres dans le golfe de Gênes. Ça, c'est l'hélice, qui est à 80 mètres. Le trimix, donc, c'est un mélange ternaire. Trimix. Qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? C'est qu'on va y ajouter de l'hélium. Qu'est-ce qu'on veut faire avec l'hélium? On veut diminuer la part d'azote. On peut même supprimer complètement la part d'azote en faisant de l'héliox, c'est-à-dire juste oxygène, hélium dans le bloc. Ça se fait beaucoup, ça se fait aussi dans la plongée technique, mais ça se fait, évidemment, vous avez des tables à l'héliox qui sont faites avec des mélanges de ce type-là. En fait, on va adapter, là c'est vraiment de la cuisine, on va adapter notre mélange en fonction de ce qu'on veut faire. Donc, plus d'hélium, c'est moins d'azote, donc moins narcotique. Ce qu'on veut faire là, c'est pas diminuer la part de gaz inerte, puisqu'on va rajouter de l'hélium qui est aussi un gaz inerte. Et on va voir ses propriétés, justement, il nous aide un petit peu là-dessus. Et malgré tout, ce qu'on veut, c'est diminuer cette toxicité de l'azote, et donc diminuer la narcose, donc plus d'hélium, et moins d'oxygène. Ça, du coup, c'est pour reculer le seuil de 1,6. Donc, on va enlever de l'oxygène et donc aller vers des mélanges qui deviennent hypoxiques, c'est-à-dire qu'on est hypoxique à partir du moment où on a une valeur de fraction d'oxygène équivalente à la fraction d'oxygène expirée en respiration normale, donc 16%. À partir de 16%, on considère qu'un mélange est hypoxique. OK? 16% d'oxygène. Et donc, c'est quoi? C'est augmentation de la profondeur, maximum d'utilisation et de la profondeur minimum d'utilisation. C'est-à-dire que si j'ai un gaz hypoxique, admettons que j'ai 10%, en fait, pour être avec la bonne PPO2, pouvoir respirer un mélange respirable en surface, il n'est pas respirable, on est d'accord. En fait, il faut que je commence à descendre un petit peu. Généralement, c'est à partir de 6 mètres. Donc, avec ce genre de mélange, on ne peut pas respirer en surface. Donc, si c'est mon mélange de pont, il va falloir que j'utilise autre chose pour regagner la profondeur qui me permet de respirer celui-là, changer, passer sur celui-là, puis ensuite faire mes gaz de dégo pour remonter. Ça commence à se complexifier un petit peu quand on utilise des gaz hypoxiques. Les caractéristiques, alors l'hélium, du grec hélios pour le soleil, ça a été observé dans le spectre solaire en 1868 lors d'une éclipse totale. Deuxième plus petite molécule, ça c'est des trucs super importants pour nous, pour comprendre ce qu'on va dire sur la suite. Deuxième plus petite molécule sur Terre derrière l'hydrogène. Deuxième élément le plus présent derrière l'hydrogène. Alors ça me fait une belle jambe parce qu'en réalité c'est un des éléments les plus chers qui puisse exister, tout simplement parce que c'est toujours des prétextes pour que l'hélium coûte plus cher. Et il a une densité extrêmement faible quand vous regardez 0,18 g par litre contre 1,25 g par litre pour l'azote. En fait, il est très peu dense et il a pareil une masse molaire évidemment très faible puisqu'on l'a dit deuxième plus petite molécule sur Terre. Dans ses caractéristiques et dans les choses qui nous aident à comprendre justement ces phénomènes, il diffuse 2,65 fois plus rapidement que l'azote dans les tissus, dans un sens comme dans l'autre. Donc en fait, la notion de période sur les tissus en saturation, ça vous parle ou pas? Eh bien, la période des tissus, elle est changée dès qu'on respire de l'azote, puisqu'en fait, on va le saturer beaucoup plus rapidement et le désaturer beaucoup plus rapidement. Donc en fait, les périodes des modèles sont changées. Donc quand on utilise, vous imaginerez bien la complexité, on utilise des trimix dans lesquels il y a une part d'azote, une part d'hélium et l'oxygène. Nous, ce qui nous touche pour la partie plongée, c'est azote, hélium. Eh bien, on a donc deux tables qui courent en parallèle avec des gestions de compartiments différentes et des périodes différentes. Ce sont les mêmes compartiments, mais par contre avec des périodes qui changent. Il est 4 fois moins soluble dans les graisses que l'azote, donc ça c'est top parce que du coup il aide à diminuer la narcose et la saturation et désaturation dans les graisses sont problématiques en fait dans les tissus adipeux. Globalement en fait la saturation et désaturation puisque c'est très mal vascularisé et que donc on le désature très mal. Et bien là c'est beaucoup plus rapide.
Il est moins soluble dans le sang de 1,5 fois et son taux de perfusion, c'est 2,7 fois plus important que celui de l'azote. Le taux de perfusion, je l'ai là, c'est pas la même chose que la diffusion dans les tissus. Absolument pas. Absolument pas. Ah merde, il me l'a pas mis là. Je te le donne tout à l'heure, tu me le rappelles? J'ai le, c'est un rapport, c'est un taux, de toute manière, j'ai le taux là, je te le donne tout à l'heure. Pour parler de plongée au trimix, donc, par rapport aux éléments qu'on vient de donner, du fait que ça diffuse, parce que nous, c'est ça qui va vraiment nous intéresser en tant que plongeur technique, c'est cette vitesse de diffusion. Cette vitesse de diffusion, elle veut dire, je sature très vite, mais je le désature très vite. Et qui dit désature très vite, c'est qu'il va falloir un gradient de pression beaucoup plus faible pour le désaturer. D'accord? C'est-à-dire une différence entre ma tension dans les tissus et la pression dans le milieu ambiant beaucoup plus faible pour le désaturer. Ça fait quoi? Ben, ça veut dire qu'il va falloir gérer de manière stricte notre vitesse de remontée. Donc, les tables de plongée à l'air, c'est entre 12 et 15 mètres minute. Avec un trimix, c'est 9 mètres minute maximum. Vous allez me dire, c'est vachement lent, ou est-ce qu'on ne resature pas pendant qu'on est en train de monter? Ben si. Mais ce qu'on veut éviter là, en remontant, c'est le dégazage massif dû justement à un gradient de pression trop élevé. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on maîtrise notre vitesse de remontée, effectivement, on continue de resaturer, mais les algorithmes sont faits de telle manière que ça c'est géré, je vais vous montrer sur les profils de plongée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on commence les paliers beaucoup plus profonds qu'à l'air. Ouais, pardon. Tout à l'heure, on a dit que les gemmes diffusaient encore plus rapidement dans les tissus. Ouais. Mais donc, du coup, pourquoi ils ne sortent pas plus rapidement aussi Eh bien, justement, c'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'en fait, ils diffusent dans les deux sens. Et alors, pourquoi la vitesse de remontée n'est pas plus rapide à la limite? Parce que si tu remontes vite, tu augmentes ton gradient de pression de manière beaucoup plus importante. Et donc, tu produis un dégazage massif beaucoup plus qu'avec de l'azote. Parce que ton gradient de pression augmentant, tu augmentes la diffusion de ton hélium. Et pour le coup, lui, il nous pose de gros problèmes parce qu'un dégazage massif à l'hélium, la bulle étant vraiment toute petite, ça part partout et généralement, ça fait des catastrophes. Donc, les paliers plus profonds, c'est justement pour éviter d'avoir ces gradients trop importants. Et généralement, d'ailleurs, plus on arrive proche de la surface, quand on regarde lorsqu'on fait nos planifications, quand on regarde les gaz qu'on désature, eh bien, profond on désature l'hélium, et plus on se rapproche de la surface, plus on est dans nos paliers, plus on désature l'azote. Ok? On a donc deux gaz neutres à éliminer, azote, hélium. Les changements de gaz sont obligatoires. Je vous ai parlé du gaz de transit, c'est-à-dire le gaz qui nous permet de rejoindre une certaine profondeur pour passer sur notre gaz fond et respirer. Et ensuite, on a nos gaz de décompression qui peuvent être multiples. Alors, sur cette image, on voit des plongeurs en recycleur. Donc là, la logique est tout aussi vraie, mais on le voit moins physiquement que sur la photo où la personne elle avait toutes ses bouteilles autour. En réalité, c'est la machine qui nous fait changer de gaz, mais on change de gaz. C'est jamais le même gaz qu'on respire, et on va y venir tout à l'heure. La planification, elle est indispensable, mais ça, vous vous en doutez, on n'a plus le choix, en réalité, dès qu'on utilise du trimix, que de faire des planifications. Ça vaut pour le gaz qu'on respire, mais ça vaut aussi pour la quantité de gaz qu'on prend, puisqu'on l'a dit, là, on va beaucoup plus profond. Il faut qu'on soit OK avec la quantité de gaz qu'il nous faut pour pouvoir faire la plongée, pouvoir faire la plongée de manière nominale, mais pouvoir faire la plongée aussi en cas de problème. Lorsque je vais avoir une surconsommation, imaginons que j'ai un problème au point le plus engagé de ma plongée, il faut que je puisse sortir de l'eau. Et je vous l'ai dit, pour les gaz hypoxiques, à ne pas respirer évidemment en surface. Je le dis là, ça peut sembler évident, mais il y a des gens qui sont tombés sur les bateaux, aspirant des gaz sans savoir qu'ils respiraient ça. Votre dernière fois, Pardon? L'utilisation parfois de gaz hypoxique en surface. Et jusqu'à une certaine profondeur, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont hypoxiques jusqu'à une certaine profondeur. Et au bout d'un moment, en fait, on peut les respirer. D'accord? C'est l'augmentation de la pression partielle qui fait on peut le respirer. D'accord, c'est juste une virgule. Ah, peut-être. Le gaz hypoxique en surface, il est hypoxique. Ouais. Bien parti de ça.
Et je l'avais lu en mode. c'est Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est pas bête, effectivement. Ouais, Effectivement, merci. Je modifierai ça. ça, la phrase veut bien dire que c'est faut pas faire ça. Oui. Bien d'accord. Oui. C'est en rouge. Pour prendre ce terme de Dalton, c'est quoi le minimal de l'oxygène pour qu'il soit toxique? Alors, en fait, l'idée, c'est plus juste si on le raisonne à la surface. En fait, j'ai dit que c'était 16%. Il y a un bar en surface, donc de 0,16. Mais en réalité, ce seuil-là, on ne peut pas s'en approcher. Donc, on essaye d'être bien au-dessus. Et si on raisonne comme ça, ce serait 0,7. OK? On raisonne toujours en norme oxyque pour pouvoir l'appliquer en plongée. Mais d'une certaine manière, ces seuils-là, moi, je vous les ai donnés 1,6, là, du coup, 0,16. Ne jouez pas avec ça, en fait. Il faut prendre des marges. OK? La contre-diffusion isobar, je vais aller très très vite là-dessus, mais c'est un truc qui est important lorsqu'on parle de trimix. Ce qui se passe en fait, c'est que isobar, parce qu'il n'y a pas de changement de pression. En fait, ce qui va changer, c'est le changement de gaz, d'accord, et le changement de fraction. C'est-à-dire que ce qu'on va imaginer, c'est que je passe d'un gaz qui a une certaine composition à un gaz qui en a une autre, et en fait, à pression, les pressions partielles de mes gaz ne sont pas les mêmes, et ça se met en fait à diffuser sur changement de gaz. OK? Ça, c'est vachement plus vrai pour les plongeurs à saturation notamment. Donc en fait, je vous donne un petit peu plus loin ce qu'on essaye d'éviter, mais globalement, en fait, le gradient de désaturation incontrôlée, c'est 2,54, et nous, les tables, c'est 1,6 bar. On va considérer 1,6 bar de gradient pour imposer un palier. C'est-à-dire qu'en fait, on reste vraiment avec beaucoup de marge, encore une fois, pour éviter ces problèmes-là. Et j'y viens sur la slide d'après, justement, pour vous dire les choses qu'on essaye de ne pas faire, justement, pour pas se retrouver en difficulté. Et notamment l'augmentation en fait de l'azote entre le gaz fond et le gaz du dépôt. On évite d'augmenter de plus de 10% la part d'azote en fait, puisque plus la différence de fraction va être importante et donc de PPO2 au moment où on le respire, hein, on est bien en train de parler d'isobarie, hein, d'accord, c'est-à-dire je ne bouge pas, je change de type de gaz. Et bien c'est ce changement-là qui crée cette contre-diffusion. Pendant la décompression, je vais toujours passer d'un gaz léger vers un gaz lourd. Qu'est-ce que j'entends par là? On l'a dit tout à l'heure, par exemple, le trimix, c'est un gaz léger ou c'est un gaz lourd? C'est un gaz léger. L'air, c'est un gaz lourd. Okay? Donc en fait, je vais toujours dans le sens léger vers lourd. Il y a des accidents qui se sont produits avec des trimix qui étaient un peu chargés, puis bon, ben, le mec est tombé en panne de gaz sur un bloc, donc il prend ce qu'il a. Il a quand même des gaz qui sont respirables. Mais la part d'hélium est trop importante, contre-diffusion, et généralement, ce type de problème produit des accidents vestibulaires, des ADD vestibulaires. Et je vous l'ai dit, 10% de différence. Et ça fait vraiment, c'est dommage que les polices ne soient pas reprises. Le deuxième cas, on est plutôt donc sur le vêtement étanche. On va y venir sur le matériel, on utilise des vêtements étanches. On les gonfle, ces vêtements, en fait, pour les parce que C'est donc, c'est juste par péricide. Oui. Ou bien, non, oui, on ne sait pas pourquoi. on ne sait pas pourquoi. Et ça produit statistiquement plus de vestibulaire qu'autre chose. Le deuxième cas, donc, c'est plutôt lorsqu'on gonfle notre vêtement pendant longtemps, en fait. Alors, il y a très longtemps de l'argon qui était utilisé, puisqu'en fait, il isole mieux que l'air. C'est un gaz qui est très très dense, qui est narcotique à 2 mètres de profondeur, quelque chose comme ça, et qui était donc utilisé pour isoler. Puis on est passé à l'air. Puis dans certaines pratiques, et notamment pendant des cours, plutôt que d'avoir une bouteille supplémentaire avec de l'air, eh bien, on gonflait le vêtement avec le trimix. En fait, ce qui s'est passé avec ça,
c'est que on gonfle avec du trimix, puis on avait un bloc de déco, on était en train de respirer sur un bloc de déco avec un gaz différent de celui qu'on avait en gaz fond, et sauf qu'en fait, on a eu des exemples de contre-diffusion directement en injectant du trimix dans la combinaison. Donc, même chose, on gonfle l'étanche toujours avec un gaz lourd. Ce problème-là, il est beaucoup plus arrivé sur ou des cours de trimix hypoxique il y a longtemps, en tout cas c'est décrit, ou sur des plongeurs à saturation. Ça, c'est juste une notion, il faut en avoir entendu parler, il n'y a pas besoin de comprendre ça. En tout cas, tous les logiciels de décompression qu'on utilise pour faire nos planifications tiennent compte, notamment lors de la chute des gaz, c'est-à-dire quand on remonte les différents gaz qu'on va enchaîner, tiennent compte en fait de ces proportions. Là, je vous montre un exemple de planification, parce que depuis tout à l'heure, je parle de planification, mais je ne vous montre pas ce que c'est. Donc, comment ça fonctionne, ça? Là, ici, c'est la partie consommation en gaz. D'accord? Donc, j'ai un trimix 1840. J'ai un triox 50-20 pour de la déco. Et j'ai un nitrox 80. Et ça me donne en total 5247 litres en nominal. Donc, ça me donne, en fonction des consommations qu'on rentre, évidemment. C'est pas, là, c'est ma consommation qui était dedans. Je sais que je suis à 17 litres par minute, une consommation de fond. Donc, ça me donne ces valeurs-là. Et puis, vous avez les cas où je perds un gaz. Quand tout se passe bien, je consomme ce que j'ai en nominal. Puis, quand ça se passe moins bien, je perds mon gaz de déco. Je vais consommer beaucoup plus sur un autre. Puis, je perds mon 80. Je vais consommer beaucoup plus sur un autre. Ça permet en fait de voir avec l'équipe si on sort. On ne mange pas seul, évidemment. Ça permet de voir justement si, avec le gaz qu'on a en équipe, on arrive à mutualiser et à sortir. Et de l'autre côté, ça c'est la première partie qu'on voit. Donc on a le modèle de décompression qui est utilisé. Là, c'est un Bullman ZHL16C plus facteur de gradient. On a des facteurs de gradient en 30-85. Je pourrais répondre aux questions sur les facteurs de gradient. Je ne voulais pas surcharger ce cours-là avec ça, pour ceux qui seraient intéressés. En tout cas, on en discute après le cours. Et c'était une plongée, voilà, à 70 mètres, pour une durée totale, je ne sais plus où je l'ai mise, je n'y vois rien d'ici. 25, 6, 5. Ah oui, je l'ai coupé là-dessus, mais en gros, j'ai 25 minutes de palier à 6 mètres, 6 minutes à 9 mètres, 5 minutes à 12, 3 minutes à 15, etc. Donc ça nous donne notre plan de plongée avec les changements de gaz. C'est-à-dire que là, je suis sur mon 18-40, je vais passer sur mon 50. Mais en fait, il est tactile. Ouais, en fait, c'est juste l'appellation du logiciel qu'il appelle Triox. En réalité, c'est un Trimix, quoi. Mais il y a différentes appellations. Est-ce que au début, c'est Triox, ça change? Oui, en fait, c'est le logiciel. Le 50-20, en fait, alors 50-20, on l'a dit tout à l'heure pour les nitrox, mais c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit pour le trimix, c'est une bonne réflexion. Le nitrox, on marque juste le pourcentage d'oxygène. Le trimix, on note ce qui nous importe, ce qu'on a changé, oxygène et hélium. En fait, toujours en premier oxygène, en deuxième hélium. Donc 50-20, c'est 50% d'oxygène, 20% d'hélium. Pourquoi on garde de l'hélium là-dessus? Parce qu'en fait, on va avoir une chute de gaz entre le 18-40 et le 50-20. En fait, ce qu'on veut, c'est conserver un peu d'hélium pour justement éviter d'avoir une désaturation complexe en remontant. On conserve de l'hélium jusqu'à ce qu'on passe sur notre 80, qui a une profondeur max d'utilisation de 10 mètres. Et on le voit, on change ici à 9 mètres. D'accord, sur notre 80, où là, on n'a plus d'hélium. Mais comme je vous l'ai dit, plus on se rapproche de la surface, plus c'est de l'azote qu'on désature. On n'a plus l'hélium, on l'a désaturé avec des gradients de pression faibles en remontant. En fait, on va désaturer notre azote. Je ne dis pas qu'il n'y a plus d'hélium, puisqu'on a de l'hélium résiduel, de l'azote résiduel, mais par contre, on a une tension dans les tissus qui est acceptable pour la sortie résiduelle. OK? Donc ça, c'est ce que nous donnent les logiciels. Voilà. Ça, c'est en recycleur. Non, ça, c'est un circuit. En plus, là, on est en circuit ouvert. On aurait la même chose pour le recycleur, mais là, c'est du circuit ouvert. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai mis
différents gaz parce qu'on va changer de gaz. On va voir en recycleur. Là, tu plonges avec ces bouteilles-là. Ouais. Et justement, ta consommation en litres, ben, c'est en fonction de la consommation que tu as rentrée dans le logiciel pour te dire, ben voilà, en fonction du profil de plongée que tu as rentré, c'est ça que tu vas consommer. En recycleur, la logique, elle est complètement différente, puisqu'on s'en fout de ce qu'on consomme. On recycle le gaz qu'on expire, on y vient sur le cours suivant. Voilà les deux exemples en fait de plongée, de profil de plongée. Donc on a la partie R et la partie trimix. En fait, ce que je voulais juste vous montrer, ben, c'est qu'on commence les paliers beaucoup plus profonds et en fait on vient allonger la durée du dernier palier. Ça c'est le profil type d'une plongée au trimix. Pour vous parler un petit peu du matériel, c'est quand même un cours aussi sur le matériel. Eh bien, on utilise de la redondance, donc billes, bouteilles reliées pour le mélange de fond, redondance de flottabilité, c'est-à-dire qu'on a à la fois de la flottabilité, le gilet, mais on a aussi une combinaison étanche qui nous sert en backup. On a un parachute de secours et un parachute nominal. Ces parachutes doivent être d'une flottabilité suffisante pour nous permettre de remonter si on perd notre flottabilité, c'est-à-dire qu'on doit être capable de remonter avec notre parachute aussi. Un dévidoir, ben, pour lancer le parachute, hein, quand on fait des plongées profondes, on lance le parachute à 80 mètres, à 100 mètres, pour dire à la surface, bon ben voilà, nous c'est fin du bal et on attaque notre remontée. Donc généralement quand le parachute arrive à la surface, sur une 100 mètres, nous on est à 70. Et puis là, ben, on commence à faire les paliers qu'il y a à faire. Un ordinateur multigaz, évidemment, c'est indispensable, un ordinateur comme vous avez là. Des coupe-fils, il peut arriver plein de choses, tout en redondance, coupe-fil sur les bras. De quoi gonfler le vêtement étanche, donc on l'a dit, hein, une petite bouteille d'air dédiée à ça. Des blocs de décompression comme ça, autant qu'il faut. La logistique bateau, on n'en parle pas assez, il faut vraiment une logistique pour pouvoir faire ce type de plongée. Il y a plein de clubs qui le proposent, mais malgré tout, on ne peut pas avoir des plongeurs air qui vont faire ne serait-ce même qu'une 40 mètres sur le bateau et d'autres qui vont partir sur une 100 mètres, une 120 mètres sur le même bateau. Déjà, les temps de plongée ne sont pas les mêmes, la sécu n'est pas la même, etc. Donc, il y a toute une stratégie qu'il va falloir définir en amont. Et des scooters pour améliorer la sécurité. Si on a besoin de dégager d'une zone, on est très lourd, hein, parfois on part avec 80-100 kg de matériel. Pour pouvoir dégager du fond, on a le scooter, un coup de gâchette, hop, ça nous sort de la zone dangereuse, entre guillemets, et parfois aussi, lorsqu'il y a du courant, plutôt que de risquer un essoufflement, bien, on utilise les scooters. Ça, c'est pour vous montrer à quoi ressemble une barre de déco. Lorsqu'on fait les paliers, on peut les faire sous le parachute, mais on peut aussi les faire, comme beaucoup de centres le font, sur des barres de déco comme ça. Donc, sur les barres de déco, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut y laisser du gaz, etc. On peut se tenir en cas de palier. Elle est reliée à des bouées en surface. On peut y larguer du matériel s'il y a besoin, du matériel qu'on ne va plus utiliser. Puis, il peut y avoir des plongeurs de support qui vont venir chercher ces choses-là. Il y a plein d'avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Les inconvénients, c'est que en remontant, si je trouve pas cette barre et que j'ai laissé du gaz pour respirer, je ne fais pas le gaz. Donc, il y a pareil, toute une stratégie à définir. Qu'est-ce que j'y laisse dessus? Est-ce que c'est du gaz supplémentaire qui sera bonus quand je vais revenir et du coup, il faut que je prenne le gaz qui va bien avec moi? Voilà, il y a plein de questions à se poser. Là, ici, c'est vraiment pour votre culture, pour parler des plongées qu'il y a. Ici, c'est un des plus grands plongeurs au monde, chez Exley, qui est décédé en plongée. On dit souvent que les bons plongeurs sont des plongeurs vivants, des plongeurs techniques. Là, pour le coup, chez Exley a fait exception. C'est quand même la première personne à être descendue au-delà de 240 mètres. À l'époque, là, il avait un quadri-20 quand même, hein, 4 blocs de 20 litres dans le dos. Et à l'époque, c'était vraiment des très grosses plongées. Il a fait 260 mètres au Mexique en 89 et il est mort un an plus tard sur une plongée à 300 mètres. Haselmayer, pour la partie spéléo, c'est un grand spéléo, pareil, qui a fait de la grosse plongée. Nuno Gomes, même chose. Pascal Bernabé, un record qui n'a pas été reconnu, mais 330 mètres dans le golfe de Propriano. Et là, ce qu'il faut noter surtout, c'est Xavier Meniscus. On est plutôt sur des choses très contemporaines, 286 mètres à Fontestrama, du côté de Perpignan. Et Richard Harris, 245 mètres en Nouvelle-Zélande. Évidemment, là, c'est des plongées en recycleur. Ça, c'est des plongées souterraines
Aujourd'hui, sachez, ce que je vous mets en vert, que la zone mésophotique, qui est la zone 160 mètres, là j'ai mis 100 à 160 mètres, mais en vrai, elle commence, biologiquement parlant, à 60 mètres. C'est une zone qui est de plus en plus explorée en recycleur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quand même courant de se retrouver en dessous de 100 mètres jusqu'à 150, 160 mètres pour du travail en recycleur. On va y venir. Les cursus de formation, plein d'agences. Sachez que le Nitrox jusqu'à 40%, c'est dès le niveau 1 ou Open Water. Le Nitrox jusqu'à 100%, c'est à partir du niveau 2 ou Advanced Open Water. Trimix et normoxique et hypoxique, c'est dès le niveau 3. De toute façon, pour pouvoir faire du trimix, on va aller au-delà de 60 mètres. Il faut donc être autonome dans cette zone-là, au-delà du niveau 3. C'est classé par espace d'évolution. Le Nitrox, c'est dans vos prérogatives, et le trimix, ce sera normaux 70 mètres, hypo 120 mètres. Là, j'ai mis quelques agences, mais il y en a plein d'autres. D'oxy. Jusqu'à 40% d'oxy, jusqu'à 100% d'oxy. C'est-à-dire qu'en fait, le premier niveau, là, ne permet pas de plonger avec autre chose que maximum 40% d'oxygène dans le mélange. Puisqu'en fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, dès qu'on passe à 40%, on a toute une logistique de matériel, etc., qu'on doit utiliser. On ne peut plus utiliser le matériel de l'air, et on est plutôt sur des gaz de décompression, puisque 40%, ça nous restreint quand même véritablement en termes de profondeur. C'est plus du nitrox, mais on est dans la formation nitrox. Oui, on est bien d'accord sur l'appellation. Mais en tout cas, jusqu'à 99%. D'accord. Arrêtez. Et la suite, en fait, ce qui s'est passé dernièrement, c'est qu'il y a eu une plongée qui a été effectuée par Richard Harris, justement, en Nouvelle-Zélande, avec de l'hydrogène en diluant sur un recycleur. L'hydrogène, c'est encore plus léger que l'hélium, et ça permet surtout d'éviter le SNHP, le syndrome neuro des grandes profondeurs, qui fait trembler dès qu'à l'hélium, on passe de la zone des 200 mètres, des susceptibilités individuelles. En fait, il y a eu plein de tests de fait. Globalement, entre 180 et 200 mètres, on commence à avoir les mains qui tremblent, et certains, ça devient vraiment ingérable. Donc, en fait, on utilise d'autres gaz. Le premier qui a fait ça, c'est Théo Mavrostomos avec le projet Hydradist à Comex, donc avec une plongée au sec, mais une plongée à 720 mètres, 92. Et Richard Harris, ça c'est tout nouveau en 2022, plongée à 230 mètres en recycleur, en utilisant de l'hydrogène en diluant. Et là où c'était une première, c'est que c'est vraiment la première fois où on a utilisé de l'hydrogène hors cadre industriel. L'hydrogène, en fait, c'est extrêmement complexe à manipuler. Le risque d'explosion, il est majeur à la manipulation. Donc voilà, c'est une vraie prouesse d'avoir réussi à utiliser ça, et ça permet en tout cas de s'imaginer qu'il y a des choses qui vont être possibles plus tard avec de l'hydrogène. Un peu de biblio, le manuel de plongée technique de François Brun et Pascal Bernabé, quelques crédits d'image. On enchaîne sur l'autre cours, vous n'avez pas de questions là-dessus? Il y a des analyseurs multigaz. Oui, justement, je vais vous montrer un analyseur Trimix tout à l'heure. Il y a des analyseurs d'oxy, avec juste une cellule d'oxy. Ça, c'est des analyseurs qui n'analysent que la part d'oxy. Il y a des analyseurs hélium aussi, avec différentes technologies, c'est ce que je vais vous montrer. On va passer donc à la plongée recycleur. Voilà le sommaire, je le passe, on attaque direct dans le cours. Donc, d'après vous, en fait, le recycleur, est-ce qu'il permet de plonger plus profond? Alors, non, parce qu'en vrai, on peut plonger pareil avec le cercle ouvert, pardon. Est-ce qu'il permet de plonger plus longtemps? Oui. La réponse est oui, on recycle le gaz, on ne le perd pas, on ne l'expire pas. Enfin, on l'expire, mais je veux dire, on le perd pas une fois expiré. Est-ce que c'est une machine très complexe? Pas possible. Alors, vous allez voir, c'est une machine très très simple, mais vraiment très très simple. Il y a plein de gens qui ont essayé de complexifier les choses comme partout, mais le principe du recycleur, c'est très simple. Et est-ce qu'on a plus de chances d'avoir un ADD, un recycleur, qu'un circuit ouvert? Je vous pose la question. Est-ce que vous pensez qu'on ait plus de chances d'avoir un ADD avec un recycleur? Potentiellement, mais est-ce qu'on a plus de chances? Physiologiquement. La réponse, elle est plutôt non.
Et on va y arriver avec l'explication. Bah, c'est tout simplement qu'avec le recycleur, on va toujours respirer avec la même PPO2, quelle que soit notre profondeur. Si ma PO2, elle est stable, qu'est-ce que c'est qui change? Ma PO2 est stable, ma profondeur change. Qu'est-ce que c'est d'autre qui change? On l'a vu avec le triangle de Dalton, il y avait 3 valeurs. La fraction. C'est-à-dire qu'en fait, vu que ma PPO2 elle est stable, je ne respire jamais le même mélange. Le mélange, il est fait par le recycleur. Ok, donc c'est une logique complètement différente. Donc pourquoi le recycleur? Les durées, on peut rester 3 à 10 heures dans l'eau. En fait, c'est le scrubber, on va le voir, hein, je donne des mots, mais tout ça, j'en parle en suivant. La sécurité, on vient de le dire, on respire toujours un mélange adapté à la profondeur actuelle, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une vraie usine à gaz. On respire un gaz chaud et humide. Alors ça, c'est à contrario du froid et sec en circuit ouvert. D'accord? Le fait de détendre un gaz par un détendeur, en fait, refroidit le gaz. Et généralement, c'est un gaz qui est très sec qu'on respire. Donc en fait, on a très soif sur des grosses plongées en circuit ouvert. Là, vu que c'est du gaz qu'on expire, qu'en plus, il y a une réaction exothermique à chaud qui recycle le CO2 dans le recycleur, donc exothermique qui produit de la chaleur, on a un gaz chaud et humide. Donc c'est beaucoup plus confortable. Et plus de bruit, plus de bulles. Donc, on a une approche des animaux qui est importante. Là, c'est Laurent Balesta sur Jessup Canyon en Afrique du Sud à 130 mètres de profondeur avec un sélacanthe. Le principe du recycleur, donc lorsqu'on expire, en fait, on a une fraction d'oxygène de 16% dans la boucle et 3 à 4% de CO2 produit par l'effort. Et en fait, l'idée, ça va être d'enrichir le gaz en oxygène, puisqu'on l'expire pour ouvrir, et d'enlever ce CO2 pour repartir dans la boucle. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien qui repart dans la nature, on refait du gaz avec ça. 3 éléments principaux, que sont ces éléments ici, la boucle, les faux poumons, inspiratoire et expiratoire, on va y venir, et le scrubber dont je vous ai parlé, qui est, scrubber, c'est un filtre avec de la chaux à l'intérieur, on va en parler. La boucle, on respire dedans de manière unidirectionnelle. Le gaz, il tourne seulement dans un sens. Sinon, on aurait des pièges à CO2 dedans. Il faut absolument forcer le gaz par le chemin. La chaux, c'est de la chaux sodée. Elle capture le CO2 expiré. C'est la même chaux qu'il y a dans les respirateurs. C'est de la chaux médicale. Point. Il n'y a pas de chaux plongée. C'est la même chaux que dans les respirateurs. Et de l'oxygène qui est ajouté automatiquement via un effet mécanique ou un effet électronique. Et ce que je vous ai dit, c'est qu'on a un set point, cette valeur de consigne, en fait, c'est qu'on va dire à la machine, tu me maintiens 1.3 bar, tu me maintiens 0.7, tu me maintiens 1.6 de PPO2, et lui, en fait, en fonction de ce qu'il va analyser du mélange, ben, il va rajouter de l'oxygène. Et donc, fabriquer le meilleur mélange. Le scrubber, donc ce filtre à chaud, en fait, il contient de la chaux. La chaux, le flux de gaz va passer au travers, et la chaux va capter le CO2 à l'intérieur, le stocker et restituer le gaz en CO2. Il y a plusieurs formes de scrubber. L'axial qui est le plus courant, c'est-à-dire que le flux il passe part en part de la chaux. On verra plus tard que ça peut poser des problèmes. On a le coaxial, c'est-à-dire que on va passer à la fois sur les côtés et en axial. On a le donut axial, pour ceux qui ont déjà vu des recycleurs, des Revo, on va en voir un tout à l'heure, c'est le donut axial qui est utilisé. Et puis on a le scrubber radial qui est comme sur la photo juste avant. Là, cette fois-ci, le gaz il va passer par la surface extérieure et ressortir par le centre. Ça, c'est des photos d'un scrubber. Alors là, je n'avais pas encore enlevé la chaux. C'était une chaux qui était réactive. En fait, elle réagit comme dans les restes, dans le scrubber transparent. Ben là, elle était violette. En fait, le front de réaction, on le voit bien. Et quand je l'ai enlevé, je ne me souviens plus très bien de la plongée qui avait été faite avec ça, mais tout ça, c'est solide en fait. Tout le reste, là, c'est tombé. Et là, c'est solide, tout simplement parce qu'en fait, ça avait réagi avec la chaux. Donc, c'était pour vous montrer le travail de la chaux avec le CO2 en une plongée. Ça peut être en plusieurs plongées, on peut le fractionner. Et là, c'était en une plongée. La courbe de sécurité. Alors,
Ouais. Ils ont dit aujourd'hui, c'est quoi que le filtre est réutilisable? Le filtre est réutilisable, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on a une durée qui est donnée pour ce filtre, une durée d'utilisation, une plongée. Et donc, en fonction de ce qu'on a fait, ben, on le fractionne. C'est-à-dire que, bon, ben là, aujourd'hui, j'ai fait une plongée d'1 heure, j'ai un filtre qui est donné pour 4 heures, je prends des marges, donc je me dis que, comme j'ai fait des tests avec mon recycleur, etc., quand j'ai assemblé ma machine, je vais considérer une demi-heure de plus, et je vais le réutiliser, noter ce que j'ai fait dessus, etc., jusqu'à ce qu'on arrive au seuil de là, je ne veux plus l'utiliser. C'est-à-dire que c'est pas, il y a rien qui nous dit qu'il ne fonctionne pas, c'est nous qui faisons du suivi dessus. C'est un peu difficile, justement, comme gestion. C'est une question de coût. Une question de coût, je suppose, parce que ça devait être. Non, non. Et en fait, si c'est une question de coût, à mon sens, il ne faut pas acheter un recycleur à 10 000 euros. Donc, aujourd'hui, dire que ça coûte trop cher un scrubber à 10 euros de chaud avec une machine à 10 000, bon, voilà, c'est comme quand tu ne veux pas changer les pneus sur une Ferrari, tu vois. Au moment où il faut se poser les bonnes questions. À mon avis, comment? C'est une pratique. Et parce qu'on sait aujourd'hui, moi, par exemple, sur 2 plongées à 40, je vais utiliser le même. Par contre, la logique, c'est à partir du moment où j'ai un doute, c'est qu'il y a un problème. Donc, ça dégage. Si j'ai un doute à la première plongée, et puis je change, quoi. Mais effectivement, il y a des gens qui ont essayé plein de choses, qui ont mis la chaux au micro-ondes, qui ont décompacté, qui ont essayé plein de trucs. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont morts. Mais chacun son choix. Mais moi, il fallait que je vienne vous présenter le pot. Du coup, j'ai choisi de faire attention à ma chaux. Donc, pour vous parler de la courbe de sécurité. La courbe de sécurité en plongée, c'est le temps qu'on va pouvoir passer à une certaine profondeur avant d'avoir à faire du palier. Moi, la grande valeur en fait que je veux qu'on retienne là-dessus, c'est 20 mètres 40 minutes à l'air en circuit ouvert. Ce qui est vraiment important, ben, c'est de venir les comparer à 15 mètres, 75 minutes à l'air avant d'avoir des paliers, circuit ouvert, avec un recycleur. On est dans la limite du scrubber, c'est-à-dire qu'en fait, si on a un scrubber de 10 heures, on peut passer 10 heures, pas de palier, pas de palier. 135 minutes à 20 mètres contre 40 minutes à 20 mètres. 30 mètres, 20 minutes, etc. Et vous voyez ici, là, ce que je vous ai mis, ben, c'est que finalement, dans la zone des 40 mètres, quand on utilise un diluant R sur un recycleur, ben, l'avantage, il n'est pas fou, en fait, puisque finalement, mécaniquement, on finit quand même avec la PPO2 à respirer le même gaz que si on partait. Donc, voilà. Dans cette zone-là, on voit moins l'avantage. Par contre, dans cette zone-là, à l'air, attention, dans cette zone-là, c'est là qu'il y a tout l'avantage de plonger en CCR. Ouais. Non, il n'y a pas de question idiote. Pourquoi on peut rester plus longtemps sans palier en recyclage? On respire un nitrox tout le temps, le plus adapté au mélange. C'est-à-dire que c'est par exemple, imaginons, je vais prendre un exemple débile, j'ai 1,6 de PPO2 sur mon set point. C'est pas un truc qu'on fait, mais admettons que ce soit le max qu'on peut faire en plongée. D'accord? Donc mon recycleur, je lui dis, tu maintiens 1,6. Donc quand je vais arriver en fait à 10 mètres, je vais avoir un nitrox 80 dans ma boucle. Je respire un nitrox 80, puisque lui, alors que si je pars avec ma bouteille d'air, en fait, j'ai de l'air là. Donc voilà. Ah, il augmente. Lui, en fait, il maintient une PPO2. Donc là, maintenant, la PPO2, vu que la PPO2 reste stable et que ce qui varie, c'est la profondeur, donc ma pression ambiante, ben, l'autre paramètre qui varie, c'est ma fraction d'oxygène. On raisonne vraiment par PPO2. C'est ça, c'est un changement de paradigme, en fait, hein, le recyclage. On respire toujours le meilleur mélange adapté à la profondeur à laquelle on est, en fonction de la valeur de consigne qu'on a demandé de PPO2. Donc, sur les plus profondes, on a toujours des nitrox, exactement. Très peu d'azote, on a des nitrox qui sont super chargés. Voilà. Non, c'est ça. Il n'y a pas la toxicité pulmonaire. Pardon? Il n'y a pas la toxicité pulmonaire. Si, on en parlera. Mais oui, c'est même un des gros problèmes sur les grosses plongées, c'est qu'on est toujours avec les PPO2 importantes. Donc, le compteur de CNS, le compteur de toxicité. Alors, je ne parle même pas de pulmonaire parce que c'est encore différent. Mais moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est le compteur neuro, donc de l'effet Paul-Bert, ce CNS clock. Lui, en fait, on l'explose. Sur des grosses plongées, on sort à 250-300% du CNS. Oui, mais voilà, il faut voir ce qu'on accepte. Généralement, en fait, ah oui, alors ça, oui. Sauf au palier où là au palier on charge justement pour mettre de l'oxyde pur dans la boucle si on peut. Mais par contre, par exemple au fond, moi j'utilise 1,3 maximum. On peut la varier sur le. On fait ce qu'on veut en fait, c'est sur l'électronique on le change. C'est nous qui gérons en fait ce qu'on veut.
On le verra tout à l'heure sur la machine. Le mélange calvé, ça date très très vite. Enfin, c'est quoi? Alors, ça dépend des machines, mais en réalité, sur un rein simple, c'est une fraction de seconde pour changer de gaz. Ouais, vraiment. En 2 expirations, tu n'as plus le même mélange. Ça, c'était pour vous montrer, en fait, un risque qu'on a avec le recycleur. Eh bien, c'est que lorsqu'on a un paramétrage de set point à 1.3 et un paramétrage à 0.7, eh bien, je vous ai mis le gaz qu'on a dans la boucle. Donc, par exemple, à 5 mètres, à 10 mètres, etc. Avec 1.3, par exemple, eh bien, à 10 mètres, j'ai un nitrox 65. D'accord? À 40 mètres, j'ai un nitrox 26. Donc, vous avez vu, on est proche de l'air. C'est pour ça aussi que sur cette courbe de sécurité, finalement, on n'a pas une différence majeure avec l'air. Ce qui est important aussi, c'est ce que je vous ai mis là, c'est l'équivalent narcotique, en fait. À quelle profondeur je serai à l'air pour avoir ce même effet narcotique. Par exemple, là, à 25 mètres avec un nitrox 37, c'est comme si j'étais à 18 mètres à l'air en termes de narcose. D'accord? Donc, forcément, il y a moins d'azote. L'azote étant celui qui nous amène à la narcose. Eh bien, par contre, là, vous voyez, quand je suis à 40 mètres, c'est comme si j'étais à 37 mètres. Donc là, il ne faut pas que je le prenne en me disant je vais être mieux au niveau narcose. Et encore pire, quand tu es à 0,7. J'ai un paramétrage sur mon recycleur à 0,7. Et si je n'ai pas fait le changement moi-même en lui disant mets-moi du 1,3, que je reste à 0,7 toute la plongée, sans injecter de diluant de rien du tout. Ben, regardez, à 30 mètres, à 30 mètres, je vais le faire à chaque fois de toute façon. J'ai un équivalent narcotique à 32 mètres. À 40 mètres, j'ai un équivalent narcotique à 44 mètres. D'accord? Donc en fait, c'est encore pire avec le recycleur. Alors, ce que je vous mets là, ça, c'est la théorie, c'est ce qu'on pourrait atteindre, diluant fermé, mais en réalité, on a 2 bouteilles, on a de l'oxygène pur et un diluant. Ce diluant, en fait, il permet justement, quand on a trop de PPO2, eh bien, de venir abaisser cette PPO2. Il permet aussi, avec la profondeur, d'éviter d'avoir les poumons qui se collapsent. Eh bien, on vient injecter de l'air dedans pour diluer. Donc, en injectant de l'air, on n'est jamais véritablement à 0,7 puisqu'on a la PPO2 du gaz qu'on vient d'injecter. C'est équivalent. C'est-à-dire 0,7. De PPO2, c'est une PPO2 ça. C'est une valeur de PPO2, c'est le set point SP qu'on donne à la machine. On lui dit tu me maintiens, valeur de consigne, tu me maintiens 1.3 bar de PPO2, tu me maintiens 0,7 de PPO2. Les types de recycleurs. Là, ce qu'il faut retenir, ceux qui savent pas comment fonctionne un recycleur, le gaz tourne dans un sens, on a un faux poumon inspiratoire, un faux poumon expiratoire, on a un scrubber qui recycle le CO2, on a une bouteille de diluant, on vient de le dire, on a une bouteille d'oxygène, pardon. Et en fait, le principe, c'est quoi? Je recycle, j'analyse, j'ai 3 cellules oxygène là, qui analysent le pourcentage d'oxygène. Pourquoi 3? C'est comme les sondes de pitot sur un avion, hein. Il y en a 3 parce que en fait, ça peut arriver qu'il y en ait 2 qui tombent en carafe, et ça permet aussi de faire un vote logique. C'est-à-dire que quand il y en a une qui donne une valeur incorrecte, comment est-ce que vous savez que c'est pas elle qui a la bonne valeur et les 2 autres qui sont fausses? Il faut pouvoir faire un vote logique. À 2, ça ne marche pas mathématiquement. À 3, on peut faire un vote logique. OK? Et en éliminant, c'est-à-dire que tu as des abacs et tu viens éliminer, te dire, ah ben en fait, c'est mes 2 cellules qui sont mortes et qui sont pourtant pour la machine considérées comme bonnes, alors que en réalité, c'est la seule qui me reste qui fonctionne. Et c'est au même point. Pardon? C'est au même endroit. C'est au même endroit, ouais. On pourrait pas en mettre un autre. Il y a des recycleurs qui, alors, les 3 sont au même endroit, sinon ça n'aurait plus de sens qu'elles donnent la même chose. Par contre, on en met une autre, parfois, à un autre endroit, en redondance. Parce que là, pour pouvoir faire un vote logique, il faut qu'elles parlent de la même chose. Faut avoir le même contexte. Et puis, j'ai un ajout d'oxygène, et là, sur du mécanique, d'accord? Ça, c'est le type de recycleur mécanique, pas électronique. C'est une buse massique qui me fait l'oxygène. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une pièce mécanique dans laquelle la pression arrive. Il y a un tout petit trou qui est fait qu'on voit à peine à l'œil nu, qui est calibré et qui va me sortir le flux juste en dessous de ma consommation métabolique d'oxy. Donc là, ça veut dire qu'en fait, au fur et à mesure, on vient changer cette buse au fur et à mesure de notre pratique pour adapter vraiment à notre métabolisation. Ça, l'avantage, c'est qu'on a une fuite constante d'oxygène à l'intérieur, et c'est nous qui venons rajouter pour faire notre PPO2. Donc, il n'y a pas d'histoire d'électronique qui nous injecte, etc. On a un afficheur de PPO2, c'est obligatoire, avec les 3 cellules, dire, ben voilà ce que tu as dans ta boucle, point. Ça va tout seul. Et
Comment ce recycleur s'adapte à la profondeur? Comment c'est relié pour savoir à quelle profondeur il est? Ben lui, en fait, il a un capteur de pression, tout simplement. Ouais. Ça marche plus. Ça, c'est le recycleur électronique, comme le mien. Exactement le même principe. Ben, sauf qu'en fait, ici, c'est une électrovanne. C'est-à-dire qu'en fait, mon recycleur, il a vu que là, il y avait tel changement de profondeur, que du coup, j'avais demandé qu'on me maintienne 1.3. Il vient injecter de l'oxygène en ouvrant légèrement l'électrovanne en fonction de la profondeur, etc., de la valeur que je lui ai donnée d'intervalle entre deux injections, etc. Il vient injecter, il me fait ma PPO2. Là, j'ai deux afficheurs, et bien parce que là, pour le coup, il faut de la redondance, puisqu'on a de l'électronique, il faut pouvoir débrayer et passer de la machine en manuel pur si on a un problème d'électronique. C'est juste que là, il y a de l'électronique qui prend le relais. Et puis, eh ben, il y a le recycleur hybride. Donc là, on a une buse massique et un solénoïde. On considère en réalité que le solénoïde, c'est le parachute de la buse massique. Le solénoïde, c'est l'électrovanne. On a plus de possibilités de réchappe. On a une courbe de PPO2 qui est plus lisse, puisqu'en fait, on a une fuite constante d'oxygène à l'intérieur, donc c'est beaucoup plus lisse. Et par contre, on cumule les problèmes des deux systèmes. Ça, c'est un peu le souci, c'est que on a plus de pannes aussi possibles. Ah, pardon, sur la diapo d'avant, il y a le gaz dilué qui arrive après l'analyse de la PPO. En fait, le gaz dilué, il arrive ou à la demande, ou lorsque le faux poumon il est écrasé, et donc pour éviter justement qu'il soit collabé. Mais du coup, le gaz qu'on inspire, en fin de compte, la PPO2 est un petit peu modifiée ou ça, alors, dès que de toute façon, tu as un ajout de diluant, ta PPO2 est modifiée, donc tu as une analyse qui est faite, donc tu as une injection d'oxygène qui est faite. En fait, si tu veux, c'est un truc qui tourne en permanence, quoi. Ouais. Et comment tu choisis en fait la PPO2 en fonction de la profondeur que tu fais? En fonction de la plongée que tu fais. Hein, vraiment. Est-ce que le flux dans le recycleur est continu ou est-ce que c'est quand moi je respire? Non, le moteur, c'est le plongeur. On respire en permanence. Et d'ailleurs, de s'arrêter de respirer, de faire des pauses, déjà c'est idiot parce que vu qu'on recycle, on n'a pas besoin d'économiser. C'est surtout qu'en fait, on crée des poches de CO2, puisqu'on crée des volumes morts dans lesquels il y a du CO2. Donc en fait, possiblement, là, on crée des problèmes. Avec des problèmes d'absorption notamment, puisque s'il y a une poche de CO2, tout ce CO2 qui va être accumulé, au moment où on va le pousser dans le scrubber, peut-être que le scrubber, en fait, il ne va pas être capable d'absorber tout ce CO2 d'un coup, comme sur un essoufflement. Et là, à ce moment-là, ben, tu remets du CO2 dans la boucle et on commence l'hypercapnie. Ça dépend de la position de plongée, ça dépend de plein de choses, de l'effort que tu fournis, de plein de choses. Pour parler de la position des faux poumons, on a des faux poumons qui peuvent avoir plusieurs positions. On a des faux poumons sur les épaules. Je vous ai mis la position qu'on devrait avoir dans l'eau. Pas de la position d'hippocampe, tout ça, c'est la position qu'on devrait avoir dans l'eau. On a des faux poumons dorsaux, on a des faux poumons ventraux et on a des faux poumons sur les épaules. En fait, juste ce que je voulais que vous puissiez comprendre par rapport à ça, c'est qu'en fait, l'effort respiratoire n'est pas le même. Là, vous avez moins de pression, là, vous avez plus de pression. En fait, l'effort respiratoire n'est pas le même. Et les faux poumons dorsaux, en fait, globalement, ils ont une tendance à favoriser les œdèmes d'immersion du fait de leur résistance à l'inspiration. Okay, donc, à favoriser sur le travail respiratoire plutôt ce type de poumon-là, qui permettent justement d'être à l'inverse de la mécanique qui produit l'œdème d'immersion. Je n'ai pas dit que tous les poumons dorsaux conduisaient à des œdèmes d'immersion. J'ai juste dit que la mécanique, le fonctionnement, favorisait l'œdème d'immersion, le travail respiratoire. Parler des 3H rapidement. Hyperoxie, vous vous en doutez, on a une PO2 constante, mais on peut avoir de l'oxygène, une vanne cassée par exemple, et l'oxygène qui injecte alors que vous êtes au fond, là vous allez complètement exploser, retrouver PO2. Donc panne d'électronique, solénoïde bloqué ouvert, ou une injection manuelle trop importante, c'est vous qui l'avez fait, vous avez fait exploser. L'hypoxie, pas assez d'oxygène, j'ai pas regardé pendant un moment que du coup ma PPO2 est baissée, je me retrouve en hypoxie. Là c'est plutôt sur la non-surveillance de matériel. Et l'hypercapnie, là, il y a plein de trucs. On fait un effort trop important, on plonge avec une chaux qui a trop travaillé, on a un problème de remplissage de notre scrubber. Voilà, il peut y avoir plein de choses, mais ça, c'est les 3 grands problèmes qu'on peut avoir en recycleur.
Un autre dont il faut parler, là, je vous ai mis ceux qui voudront le prendre, un papier qui est très bien fait sur le cocktail caustique. En fait, il faut juste comprendre que cette chaux-là, la réaction avec la chaux sodée, en fait, elle produit de la soude. Si jamais vous avez de l'eau qui rentre dans votre canister, c'est-à-dire à côté, hein, là j'ai matérialisé l'eau sur le scrubber, eh bien vous allez faire un mélange qui est super alcalin, qui va même arriver à détériorer vos pièces de matériel, enlever le chromage, enlever l'anodisation, etc. Mais ça va faire la même chose, pas l'anodisation évidemment, mais dans les poumons. Donc ça, c'est irritation très grave des voies aériennes, voire des poumons. Ça, voilà, c'est un des gros problèmes qu'on a avec le recycleur. Ce que je voulais juste illustrer là, c'est qu'avec un canister radial, en fait, si vous avez de l'eau qui se met dans le bas de votre scrubber, finalement, comme le gaz il passe sur le côté, vous continuez à respirer. Ici, avec un axial, plus du tout. Ça veut dire que là, une fois que c'est rempli, la première inspiration que vous prenez, hop, c'est tout de suite le mélange caustique qui arrive dans la bouche. Okay, ça, c'est pas facile du tout à détecter, et souvent, c'est au moment où ça arrive dans la bouche qu'on le détecte. Bon, on parlait des risques en plongée. Laurent Balesta, qui en avait pas assez et qui, du coup, est allé en chercher d'autres, des risques. C'était à Pacarava, sur Gondessa, je crois. Voilà. Mais le recycleur qui permet justement de faire ce type de plongée en ouvert, c'est absolument impossible de toucher un requin comme ça. Rapidement, ce papier n'est pas de moi, c'est les conclusions qu'on a eues au Forum des recycleurs à la 4e édition à Malte il y a quelques semaines. Ça donne une idée de l'accidentologie, pardon. Petite question. Ouais. Est-ce qu'on pense que les bulles faisaient peur en requin? Et là, en l'occurrence, on n'a pas été touché. Ils viennent beaucoup plus près. Et ça fait peur aux animaux d'une manière générale. Donc là, c'est vrai qu'avec le recycleur, je le disais sur les premières slides, on s'approche très très près. Et c'est vrai que pour faire peur à un requin, notamment qui s'approche inquisiteur, c'est plus difficile qu'avec des bulles. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on appuie sur les bailouts, on a des bouteilles de secours évidemment, hein, et donc là on appuie sur les détendeurs, sur les gamelles pour faire peur, ou alors on leur met la bouteille dans la gueule si vraiment ils s'approchent. Donc l'accidentologie, voilà, je m'attarde pas dessus, c'était juste pour vous montrer un petit peu parce qu'il y a c'est une accidentologie qui malgré tout est très élevée, et il y a une tendance ces dernières années là à la hausse globalement. Et pourtant la formation s'est vachement améliorée, c'est standardisé, il y a des standards ISO qui sont en train de voir le jour là, qui verront le jour cette année, mais voilà, il y a encore beaucoup d'accidents et proportionnellement beaucoup de fabricants et beaucoup d'unités. Juste parce qu'on n'en a pas trop parlé, on ne part pas avec un recycleur sans avoir fait quelques vérifications. Et pensez que lorsqu'on arrive dans un centre de plongée, avant de plonger en recycleur, il y a un peu plus d'1 heure de préparation de la machine pour être prêt à faire cette plongée. Et il n'y a pas besoin, c'est pas l'engagement profond qui augmente ce temps-là, en fait. C'est la préparation de la machine. C'est exactement comme la personne qui va préparer son parachute avant de partir. Si vous avez un doute et que vous y allez, c'est que vous avez un comportement plutôt suicidaire, quoi. On a des checklists. Là, je vous en ai mis plusieurs, mais on en a pour l'assemblage de la machine, on en a pour la pré-plongée, on en a pour le désassemblage de la machine. On a des bailouts. Les bailouts, en fait, ce sont des blocs de secours qu'on a, puisque la réchappe en recycleur, c'est plus ouvert. En fait, en fonction de l'engagement, déjà, on plonge toujours avec une bouteille de secours, mais évidemment, en fonction de la plongée qu'on fait, il faut qu'on soit capable, au point le plus éloigné de notre plongée, c'est-à-dire au moment où on est le plus engagé, eh bien, il faut qu'on soit capable de sortir de l'eau sans la machine. Ça fait partir parfois avec beaucoup de gaz et avec des mélanges différents. Et les vérifications, pendant la plongée, en fait, on respire un gaz qu'une machine est en train de fabriquer. En fait, toutes les 2 à 4 minutes, on contrôle la PPO2. Les 3 H dont je vous ai parlé tout à l'heure, et notamment l'hypoxie, on sait aujourd'hui que c'est un problème d'humain, puisque on peut rester, si on est à profondeur constante, en partant de 1.3, il y en a pour plus de 10 minutes avant de tomber à 0,7. Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas regardé la PPO de l'hypoxie.
où on n'a pas analysé nos gaz, etc. Mais on est dans les facteurs humains, dans les compétences non techniques. Et on a un afficheur principal et un HUD, c'est-à-dire qu'on a un afficheur principal, je vous le montrerai, qui nous donne notre PPO2, mais on a aussi un affichage tête haute qui nous donne une valeur codée qui correspond au PPO2 lu sur chacune des cellules. Voilà les bailouts. Ça peut ressembler suivant les projets. Et vous avez remarqué, c'est toujours noté en fait, la profondeur d'utilisation dessus, hein, ça ne change rien. Ça, c'est les différentes machines. Il y en a d'autres, mais là, j'ai mis celles qui sont utilisées aujourd'hui. Il y en a plein d'autres. Et là, il y en a des militaires, notamment français, que j'ai pas mis. Et voilà, 24 fabricants, 37 modèles différents. Ça, c'est ce que vous verrez le plus couramment. Le nôtre, à Jennifer et moi, étant cette machine-là, qui est une machine américaine, une machine de l'US Navy. Et celui-là, que vous connaissez peut-être, qui est le Triton, qui est un recycleur que fabriqué pas loin. Un recycleur français, qui est un recycleur ventral, qui est pas mal du tout, qui est un recycleur mécanique, qui a plein d'avantages. Et des inconvénients, mais comme toute machine. Là, je fais rapidement un petit peu d'histoire parce que je veux juste que vous compreniez que cette problématique de gaz expiré, de récupérer ce que j'ai expiré, le réenrichir, elle est vieille. En 1660, en fait, on a Borelli qui a déjà le concept de circuit fermé avec un tube refroidi qui condense et donc qui est censé prendre les impuretés du gaz expiré. En 26, on a déjà la problématique en mine, en fait, hein, pour pouvoir respirer dans les atmosphères non respirables. Du coup, ils utilisaient un bout de flanelle trempé dans du sel marin et du tartre. Donc là, on parle déjà d'épurateurs chimiques. Et donc, les choses sont vraiment pas nouvelles. En fait, le concept n'est pas nouveau. Celui qu'il faut noter, je ne m'étendrai pas dessus, mais je voulais juste celui-là en parler. C'est vraiment la première fois où on s'est dit, bah là, le recycleur, en fait, il va y avoir un usage. C'est Henry Fluss, en 1878. Il y a eu, donc lui, il a inventé sa machine avec c'était une corde enroulée en fait avec dans de la potasse, un mélange de potasse caustique. Et avec ça, en fait, il a permis une plongée de récupération dans un tunnel noyé lors de la construction d'un chemin de fer en Angleterre. Personne n'y croyait, personne ne voulait y aller. Le tunnel s'était rempli d'eau parce que les pompes s'étaient arrêtées de fonctionner et donc tout le matériel était en vrac à l'intérieur. Et ils ont essayé avec les techniques de l'époque, donc avec un scaphandrier pied lourd avec le casque relié, etc. Sauf que le fil se prenait dans tout le matériel sous plafond. Le seul qui y a pu aller, c'est avec le scaphandre autonome de Fluss. Pareil, rapidement, évidemment, la guerre, ça a aidé au développement des recycleurs, notamment recycleurs oxygène et nitrox, avec des batailles significatives. Et là où je vous amène, c'est plutôt vers 90 avec le 6 Luna, qui est cette machine-là, qui était une armoire normandaise. C'est 110 kilos, je crois, quelque chose comme ça. Sauf que ce recycleur, qui deviendra donc le recycleur qu'on connaît maintenant, il a permis, dans Wakula Springs, en Floride, d'aller à 11 km de l'entrée de la cavité. Vous voyez, sur des plongées qui à cet endroit-là, on est sur la Lune. Et à partir de 1990, gros développement du CCR pour arriver à tel qu'on le connaît aujourd'hui. Deux choses que j'ai utilisées. Donc, j'ai utilisé la plupart de mes cours, mais celui sur la gestion de la chaux et les chiffres venaient du docteur Frog Tillmans, en fait, c'est les chiffres qui sont disponibles ou avec le QR code que je vous ai donné ou en tapant ça sur Internet. Il y a un papier qui est très intéressant sur le cocktail caustique. Ça va toujours, comme le contenu est dense, en fait, j'enchaîne. J'espère que ça vous va. On a la plongée souterraine et ensuite un topo sur l'organisation d'un secours en plongée souterraine. Et après, on discute, on voit les recycleurs et tout ça. Ça vous va? Donc, la plongée souterraine. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Ça vient faire que c'est de la plongée technique, donc ça a sa place, mais vous aurez compris aussi que quand on a des paliers,
en mer, par exemple. Ben, on a un plafond au-dessus de la tête aussi. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, quand on sort, ça sanctionne tout de suite. Donc, il y a des similarités. La plongée souterraine,